Il pensait simplement appréhender un autre suspect correspondant à la description générale, rien d'extraordinaire. Mais tout a basculé dès que cet homme a comparu devant le tribunal le lendemain, non pas menotté, mais impeccablement vêtu d'un costume sur mesure. À cet instant, les policiers ont réalisé qu'ils avaient commis l'erreur la plus catastrophique de toute leur carrière. Il était un peu plus de 9 heures lorsque le signalement radio retentit. Un suspect potentiel correspondait à la description « chantage », la trentaine, veste bleu marine, liée à un récent cambriolage de véhicules sur Madison Avenue. Les agents Brent Alcraftoft et Lynn Mercer circulaient déjà à proximité dans leur voiture de patrouille, sirotant un café tiède, écoutant vaguement les conversations radio tout en scrutant la rue d'un air détaché. Après un regard entendu échanger entre eux une blague tacite, ils se sont tous deux concentrés. Brent hocha subtilement la tête et murmura « Le voilà », faisant un geste du menton vers un homme debout devant le Grange Backhouse, l'un des cafés les plus fréquentés du centre-ville de Boise. L'homme semblait calme et serein, absorbé par son téléphone, feuilletant messages et emails, un petit sac de croissants pendant à une main. Il ne correspondait que vaguement à la description, mais cela a suffi pour que les policiers interviennent. Brent a garé la voiture de patrouille en trombe, moteur tournant, gyrophares éteints, sirène hurlante. Lynn était déjà sorti du véhicule avant même que les pneus ne s'arrêtent de patiner. Et les mains bien en vue, aboya Lynn d'un ton sec. L'homme Canton Miro leva les yeux, surpris, mais loin d'être paniqué. « Pardon ? Vous correspondez à la description d'un suspect. » « Ne bougez pas, » ajouta Brent en s'avançant, la main près de son holster. « J'attends mon chauffeur devant une boulangerie, » répondit Canton d'une voix calme et posée. Lynn leva les yeux au ciel, visiblement impatiente. « On réglera ça au poste, » dit Brent d'un ton dédaigneux. Avant que Canton puisse ajouter un mot, Brent le saisit par le bras et le fit pivoter. « Maintenant, tu résistes » cria Brent assez fort pour que les piétons l'entendent. Une foule s'est rapidement rassemblée. Les téléphones étaient sortis, capturant chaque instant. Canton n'opposa aucune résistance et ne dit rien de plus. Ses yeux se baissèrent vers le béton tandis que les policiers lui serraient les poignets avec des menottes. Lynn sourit et chuchota à Brent, « C'est marrant comme ils sont bavards jusqu'à ce qu'on leur passe les menottes. » Brent rit doucement et ajouta, « C'est probablement juste un autre type avec un faux profil LinkedIn et une histoire inventée de toutes pièces sur ses diplômes. » Ils n'ont pas lu ses droits à Canton. Ils ne lui ont demandé aucune pièce d'identité. Ils n'ont jamais consulté son téléphone ni même jeté un coup d'œil au sac de course qui contenait visiblement un ticket de caisse. Sans cérémonie, ils l'ont poussé à l'arrière de la voiture de patrouille et se sont éloignés, plaisantant déjà sur l'inévitable rapport qu'ils devraient déposer. À l'intérieur du véhicule, Canton était assis en silence, le regard fixé devant lui. Brent jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu as quelque chose à dire ?» La voix de Canton était calme, presque indifférente. « Je veux mon appel. » Brent grimaça. « Tu l'auras après la réservation. » Mais quelque chose dans le ton de Canton ferme, patient, sans la moindre trace de peur fit naître une lueur de doute sur le visage de Brent. Pas assez pour arrêter le processus, juste assez pour qu'il jette un autre coup d'œil dans le rétroviseur. Canton n'avait pas peur. Il n'était pas perturbé. Et, surtout, il n'en avait pas fini. Au commissariat, la procédure d'enregistrement avançait lentement. L'agent de réception, Rob Tesh, cligna des yeux à 2 reprises lorsque Canton fut amené. « Les gars, vous êtes sûrs de celui-là » demanda-t-il avec hésitation. Brent lui fit signe de partir d'un geste confiant. « Ça correspond à l'appel. » Vol de voiture. Rôder devant une boulangerie avec une poche à douille et un téléphone, dit Canton à voix basse, presque à voix basse. Lynn intervint, « Tu doutes d'un appel sur le terrain, Tesh ?» Rob fronça les sourcils, hésita, puis accepta à contre-cœur les informations de Canton. En parcourant l'écran de l'ordinateur, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Cette adresse. » murmura-t-il, l'air surpris. « J'aimerais qu'on m'appelle maintenant, » interrompit doucement Canton. Brent haussa les sourcils. « Qui vas-tu appeler ? » « Mon ami avocat » se moqua Brent. « Non, » répondit Canton d'un ton neutre, « le bureau du procureur général. » Brent éclata de rire, visiblement amusé. « Bien sûr, dis-lui bonjour. » Ils se retournèrent pour partir, mais Rob Tesh ne se joignit pas au rire. Il resta figé, les yeux rivés sur l'écran, et à cet instant, tout bascula. Ce que Brent et Lynn n'ont pas vu, c'est à quel point ils étaient déjà complètement dépassés.
La cellule de détention était froide, jamais mordante, mais d'un froid constant et glacial qui s'insinuait dans la peau des poignets de Canton, toujours menottés. Canton était assis sur le banc, dans une posture parfaite, ni affalée, ni rigide, juste calme et maître de lui. Sa tenue était impeccable, gants et veste impeccables, bottes cirées, coupes impeccables, tout en lui respirait la discipline et le contrôle. Au bout du couloir, Brent s'appuyait nonchalamment contre un distributeur automatique, ouvrant une canette de soda comme un mardi ordinaire. « Tu vois son expression ?» demanda Brent à Lynn, comme si Canton se croyait intouchable. Lynn prit une longue gorgée de café. Ce genre de personne le fait toujours. Il débarque dans les beaux quartiers et fait comme si les règles ne s'appliquaient pas. Toujours le même scénario. Brent gloussa. Mon préféré, c'est quand il menace de poursuites judiciaires et de badge. On ne l'avait jamais entendu une centaine de fois. Aucun d'eux n'a remarqué l'homme des affaires internes qui passait discrètement devant la réception. Ils n'ont pas non plus vu Rob Tesh quitter son poste, se faufiler dans un bureau et parler sur une ligne sécurisée. De retour en zone d'attente, Canton obtint enfin son appel. Sans hésiter, il composa le numéro. « Ici Marot », dit-il lorsque la ligne fut établie. « Police de Boise, incident de Madison Avenue. J'aurai besoin de tout cet après-midi. » Il raccrocha sans colère, sans un bruit, juste une pause nette et mesurée. Cet appel a duré moins de 30 secondes, mais c'était suffisant. Plus tard dans l'après-midi, le chef de commissariat a discrètement reçu un courriel direct du département de la surveillance civile de l'État. Le message était concis et sans équivoque, une alerte urgente demandant la libération immédiate du détenu Canton Elmaro. Y étaient joints des justificatifs d'identité vérifiés, des liens détaillés, un profil de base de données fédérale et un avis officiel d'audit conformément à l'article 14 de la loi sur l'intégrité des forces de l'ordre de l'État. Il ne s'agissait pas d'un appel désespéré d'un avocat. Il provenait directement de l'agent de liaison du procureur général. En 45 minutes, Canton était libre. Quand Brent le revit, il n'était ni menotté ni derrière une porte verrouillée. Canton avançait calmement dans le couloir, flanqué de 2 fonctionnaires d'État élégamment vêtus. Brent cligna des yeux, incrédule, comme si la lumière s'était soudainement éteinte. « Ce n'est pas possible », marmonna-t-il. Lynn plissa les yeux. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Rob Tesh observait silencieusement depuis son bureau, sans rien dire. Il tapait dans un système sécurisé auquel personne d'autre n'avait accès. Canton ne se retourna pas. Il n'adressa aucun sourire narquois, aucun regard d'adieu, juste la même démarche régulière et mesurée qu'il avait toujours eue. Et le silence qu'il laissa derrière lui était plus lourd que le hurlement d'une sirène. Ce soir-là, Brent dînait avec son frère, fulminant sur ses relations et son favoritisme, accusant la politique et les accords secrets de tout cela. Pendant ce temps, Lynn, assise sur son porche avec une bière, racontait à sa petite amie qu'il s'agissait probablement d'une erreur à la mairie ou que le type finirait quand même par se faire claquer un disque. Mais au fond, ils savaient tous deux que quelque chose de bien plus grand se tramait sous la surface. Personne ne se promène aussi sereinement sans rien cacher. Telle était la vérité tacite qui couvait sous la surface à mesure que la semaine avançait. Des rumeurs commencèrent à se propager discrètement dans le service, comme un lent courant sous-jacent, à peine audible mais qui s'amplifiait de jour en jour. Chuchotement dans la salle de briefing, conversation en aparté entre officiers ou le genre de celles qui se répandent comme une traînée de poudre quand quelque chose de plus grave se prépare. Quelqu'un laissa tomber le nom de Canton par hasard lors d'une réunion matinale, et instantanément 2 sergents échangèrent un regard chargé, sans un mot, qui en dit long. L'un des policiers mentionna que Canton avait travaillé à Auckland et qu'il était lié à un groupe de surveillance autoritaire. Le genre de groupe qui mettait les services de police mal à l'aise. Même le capitaine Rollad, d'ordinaire calme et imperturbable, commença à changer, ses réponses étaient brèves, son ton prudent et posé, comme s'il choisissait chaque mot pour éviter de déclencher une véritable explosion. Lorsque le nom de Canton fut mentionné, Brent sentit une boule se serrer dans sa poitrine. Si le capitaine était perturbé, c'était qu'il se tramait quelque chose de grave, quelque chose qui dépassait le brouhaha habituel du service. Lynn essaya de faire comme si de rien n'était. On a des caméras piétons. On a les journaux d'appel. On a suivi les règles à la lettre. Brent hocha la tête, mais son assentiment lui parut creux. Au fond de lui, son estomac se noua de malaise. Il y avait quelque chose chez Canton qui sortait des sentiers battus ou quelque chose d'inattendu. La façon dont Canton avait quitté les lieux sans l'ombre d'un drame ne reflétait pas la culpabilité. Et pourtant, en apparence, il continuait comme si de rien n'était.
Mais la vérité avançait déjà plus vite qu'il ne pouvait la suivre. Tandis qu'il luttait contre leurs doutes, Quentin grimpait déjà, observant la scène d'un point de vue qu'il n'avait même pas encore imaginé. Le palais de justice du centre-ville de Boise était sans prétention, de simples marches en béton menaient à des portes vitrées qui reflétaient le ciel gris et tamisé de la ville, résonnant des pas dans de larges couloirs stériles. Brent et Lynn entrèrent côte à côte, leurs uniformes impeccables, leurs badges étincelants, pas de sourire, pas de bavardage. C'était une journée ordinaire, une comparution devant le tribunal à endurer. Sur le papier, l'accusation semblait simple, obstruction à une enquête concernant un véhicule volé. Il s'attendait à ce que Quentin arrive en retard, traînant un avocat derrière lui, cherchant peut-être à transformer l'audience en spectacle. Mais il n'attendait pas dehors. Il n'était pas dans la salle d'attente bondée où les accusés s'agitaient habituellement nerveusement. Il n'était même pas inscrit au rôle comme n'importe quel autre accusé. Après avoir passé le contrôle de sécurité, un huissier les arrêta d'un hochement de tête sec. « Vous témoignez dans la salle d'audience 2C, confirma Brent. « Oui, Alcraftoft et Mercé. Il s'agit de l'affaire Marot. » L'huissier cligna des yeux, le malaise se lisant sur son visage. « Marot n'est pas l'accusé. » Brent fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» L'huissier fit simplement un geste vers la salle d'audience. « Vous verrez. » Au 2C, tout semblait étrange. Ni chaotique, ni bruyant, juste différent. La salle était bondée, mais pas avec la foule habituelle de prévenus anxieux ou d'avocats épuisés. À la place, il y avait des journalistes alignés, des équipes de tournage en train de s'installer, et même un représentant du conseil municipal. La nuque de Brent se raidit. Son regard se fixa sur la table du premier étage. Là, tranquillement assis à côté du juge, se trouvait Quentin Marot. Pas de menottes, pas d'avocat de la défense, juste un homme en costume sombre impeccablement coupé, feuilletant méthodiquement un classeur. Une plaque indiquait « Procureur spécial pour la responsabilité civile, État de l'Idaho ». Lynn se pencha et murmura « Qu'est-ce que c'est ?» La voix de Brent était basse, confuse. « Je ne sais pas. Ce n'est pas dans le dossier. » Le juge a ouvert la salle d'audience et a expliqué que l'audience du jour portait sur un examen procédural concernant une conduite lors d'une récente arrestation sur Madison Avenue. Monsieur Marot devait siéger à titre consultatif, représentant le bureau de la responsabilité civile de l'État. Lynn serra les dents, Brent eut l'impression d'avoir été giflé. Quentin ne leur a pas adressé un regard. Au lieu de cela, il s'est penché en arrière, calme et détaché, tandis que le juge s'adressait à la salle. « Officier Alcraftoft et Mercé, veuillez vous approcher. » Ils avançaient avec raideur, le poids de l'attention scrutatrice de la salle plus lourd que tout ce qu'ils avaient jamais affronté, au pas le genre d'attention qui vient avec le respect, mais le genre qui exigeait des comptes. « Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à détenir Monsieur Marot ?» a demandé le juge. Brent s'éclaircit la gorge. « Nous avons reçu un appel concernant un suspect de chantage portant une veste bleu marine. Monsieur Marot n'a pas d'antécédent judiciaire, l'interrompit le juge. Aucun antécédent judiciaire. Son identité a-t-elle été vérifiée avant son arrestation? Lynn a répondu, il correspondait à la description et a refusé d'obéir aux ordres. Quentin fit enfin claquer son stylo une fois lentement, délibérément avant que le juge ne se tourne vers lui. Monsieur Marot, avez-vous des précisions à apporter? Regardant Brent et Lynn directement pour la première fois, la voix de Quentin était calme et posée. Dans mon travail, j'ai lu des centaines de rapports qui commençaient ainsi. Description vague, supposition non vérifiée. Au fil du temps, ces schémas racontent une histoire dont aucun badge ne peut vous protéger. Lynn ouvrit la bouche pour l'interrompre, mais Quentin leva un doigt, non pas vers elle, mais vers le juge. J'aimerais déposer une requête pour suspendre le témoignage direct aujourd'hui. Un réexamen interne a été autorisé, et une audience est prévue dans 2 semaines. Le silence retomba dans la salle d'audience. Le juge acquiesça d'un signe de tête, accordant la requête. Brent et Lynn ne parlèrent pas. Ils reculèrent, hébétés. Quentin ramassa discrètement son classeur, le referma et se leva. Il ne manifesta ni triomphe ni jubilation. Mais sa présence, pesante et inflexible, en dit plus long que tous leurs arguments. Lorsqu'il partit, la presse se précipita derrière lui. Les mains de Brent tremblaient. Lynn murmura, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais au fond, tous deux savaient que ce n'était pas une défaite judiciaire. C'était le coup d'ouverture et Quentin Marot venait de retourner l'échiquier. Avant Boise,
avant d'obtenir le titre de procureur spécial, Canton n'était qu'un enfant essayant de rester discret à Bakersfield, en Californie. Sa mère, Deidre Murrow, effectuait de longues et épuisantes nuits de travail à l'hôpital Mercy. Son père, lorsqu'il était là, peignait des maisons et ne laissait derrière lui que fumée de cigarettes et silence. À 12 ans, Canton avait appris à vivre entre deux mondes. À l'école, il excellait, réussissant les concours d'orthographe et les concours de sciences. En dehors de la classe, il gardait la tête basse, les yeux baissés, chaque fois que les voitures de patrouille passaient dans son quartier. Il n'était ni bruyant ni tapant à accent grave l'œil, juste vigilant. En 4e, un professeur l'accusa d'avoir volé une calculatrice. Personne d'autre ne fut interrogé. Son casier fut fouillé. Rien ne fut trouvé. Il ne dit rien alors, mais il n'oublia jamais avec quelle facilité les soupçons étaient jetés sur lui et acceptés par les adultes sans arrière-pensée. Ce n'était pas la colère qui le motivait, mais la douloureuse reconnaissance d'un schéma récurrent. À 17 ans, Canton obtint une bourse pour l'Université de Californie à Davis, où il se spécialisa en sciences politiques et rédigea des essais qui détonnaient dans le bruit et les faux-semblants. Il ne criait pas, il exposait les faits clairement, avec précision et netteté. Dans une salle remplie d'opinions, son silence était un verdict. Puis, il a suivi ses études de droit à Stanford. Pas de relation, pas de faveur, juste une détermination et une détermination sans faille. Tandis que ses camarades couraient après des contrats lucratifs en entreprise, Canton effectuait un stage dans une unité de responsabilité publique du comté d'Alama. Il assistait à des audiences où les agents décrivaient des contrôles de routine se terminant par des côtes cassées et des poignets meurtris, notant chaque détail avec la patience qui était son arme. À 33 ans, Canton dirigeait les évaluations pour le bureau de la déontologie civile du district ouest. Cas après cas, discrètement, il se forgeait une réputation ni clinquante ni médiatique, mais suffisante pour mettre les services mal à l'aise. Il se comportait comme un avocat, pensait comme un analyste et se comportait comme un homme qui savait déjà ce que vous cachiez. Boise était sa première nomination au poste de procureur spécial pour la responsabilité civile, un poste né d'années de lobbying de groupes de surveillance excédés par l'autodiscipline des affaires internes. Sélectionné par le Conseil d'État, approuvé et discrètement confirmé, Canton a volontairement fait profil bas. Pas de tweet, pas de sermon, juste des résultats. Ce matin-là, devant la boulangerie, ce n'était pas la première fois qu'il était observé. Mais c'était la première fois depuis sa nomination. Et cette fois, c'était important. Car pour une fois, Canton ne se contentait pas de déposer une plainte. Il était la plainte. Il ne cherchait pas à se venger, c'était un objectif trop modeste pour son travail. Il voulait que la vérité soit consignée, que des tendances soient révélées et que les services comprennent qu'ils étaient surveillés non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Après l'incident, il n'a pas appelé les journalistes. Il a appelé un juge. Puis il a appelé le bureau des audits du personnel. Son autorité n'était pas de haut rang, elle était législative, lui donnant le pouvoir de demander des dossiers, de consulter des documents et de rouvrir des affaires classées. C'est pourquoi Brent et Lynn étaient nerveux. Il ne s'agissait pas d'une seule arrestation, mais de toutes. Canton n'était pas un simple avocat menotté par erreur. Il était la seule personne dans l'État à avoir l'autorisation et la motivation nécessaires pour ouvrir l'intégralité du dossier du commissariat. Et il n'avait pas besoin d'élever la voix pour le faire. Le quartier semblait différent, pas plus bruyant, pas plus animé, juste tendu. Brent l'a remarqué pour la première fois au moment où il est entré dans la salle de pause et que les conversations se sont arrêtées brusquement, pas le genre de silence qui survient lorsqu'une blague est interrompue, mais le genre lourd où personne ne veut être surpris en train de dire quelque chose de mal. Il prit son déjeuner dans le réfrigérateur, essaya de l'ignorer, mais quelque chose n'allait pas. Lynn s'en rendit compte des heures plus tard. Passant devant une salle de conférence, elle aperçut le lieutenant Schaffer qui parlait doucement avec deux hommes en costume sans badge, mais avec des folios en cuir qui semblaient être des agents fédéraux. Elle ralentit, tenta de saisir un nom. Ils ont arrêté de parler desquels est apparu dans leur champ de vision. Ce soir-là, le cousin de Brent a appelé de Twin Falls. « Dis-moi, tu as mis des menottes à un certain Marot la semaine dernière ?» Son estomac s'est noué. Pourquoi? Son nom circule comme une traînée de poudre. Commission d'audit de l'État. Une autorité de surveillance. Tout le commissariat surveille ses rapports comme si un audit était sur le point de tomber. Brent a ri, mais c'était creux. Juste un malentendu. Le type a été trop bavard. On a réglé le problème. Mais même pour lui,
le mensonge ne semblait plus convaincant. 2 jours plus tard, le capitaine les convoqua avec un sérieux indéniable. Il ne s'agissait pas d'un simple contrôle, ni d'une simple visite informelle. C'était une convocation officielle, délivrée selon le protocole, exigeant leur présence en uniforme complet, documentée pour le procès-verbal. Le genre de réunion qui ne laissait place à aucun malentendu, une trace écrite était en train d'être créée. Lorsqu'ils entrèrent dans le bureau du capitaine, les 2 mêmes individus, élégamment vêtus, étaient déjà assis en face de son bureau. L'atmosphère était tendue par l'attente. La voix du capitaine Roldad perça le silence, sèche et précise. Agent Alcraftoft, merci, ici Monsieur Granger et Mademoiselle Osé du bureau de la responsabilité civile. L'expression de Mademoiselle Osé était indéchiffrable au pas de sourire, à peine un clignement d'yeux, sa présence aussi imposante que froide. Nous lançons une enquête interne concernant un incident survenu jeudi matin dernier impliquant Monsieur Canton Miro. Le visage de Brent se figea. On a déjà parlé de ça. Il a été libéré, l'affaire a été classée. Rien de plus. Granger, ferme et inflexible, intervint, cette enquête va bien au-delà de cette arrestation. Lynn se redressa, alerte. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous révisez exactement? Tout votre historique, répondit Osé d'une voix ferme. Les plaintes déposées contre vous, les contrôles que vous avez effectués, les rapports que vous avez soumis, surtout ceux modifiés après coup. Le capitaine Roldad s'agita, mal à l'aise, sur sa chaise et glissa vers eux un épais dossier en papier craft sur le bureau. Vous serez cité à comparaître pour une audience de révision. Dans 2 semaines. Brent ouvrit la bouche pour protester, mais ne trouva pas les mots. Lynn ravala la boule qui lui serrait la gorge et demanda prudemment, on nous accuse de quelque chose? Pas encore, répondit calmement Granger. C'est le but de l'audience. Le lendemain matin, leurs boîtes mail ont reçu simultanément un courriel intitulé « Résumé de l'examen du dossier préparé par le procureur spécial K. Miro ». Des tonnes de documents y étaient joints, d'anciens contrôles routiers, des horodatages de caméras corporelles, des déclarations de civils, des détails dont ils avaient longtemps pensé qu'ils ne pourraient jamais être rassemblés en une histoire cohérente. Les mains de Brent restèrent hésitantes au-dessus de son clavier pendant 1 minute entière avant qu'il n'ose cliquer sur un fichier. Le premier, un contrôle routier 3 ans plus tôt. Julian York, arrêté pour un feu arrière cassé, placé en garde à vue pour non-respect des règles, les charges étant ensuite abandonnées. Les images de la caméra piéton? Inscrites comme jamais mises en ligne. La déclaration de York racontait avoir été plaqué contre sa propre voiture après avoir demandé un superviseur. Le souvenir de Brent revint faiblement, suffisamment pour lui serrer la poitrine. Il a fermé le dossier, le cœur lourd. Lynn lui a immédiatement envoyé un message. Lynn, ils vont faire en sorte que ça ressemble à un modèle. Sa réponse fut sans hésitation, Brent, c'est une tendance. Il hésita avant de répondre, nous avons suivi le protocole. Mais même lui semblait incertain, car quand on ne se contentait pas de porter plainte, il apportait des preuves irréfutables. Il ne s'agissait pas d'une opération de nettoyage, mais d'une autopsie minutieuse. L'audience de révision ne s'est pas tenue au commissariat ni même dans un palais de justice. Elle s'est déroulée dans un bâtiment municipal quelconque, près de Fairview Avenue, un de ces espaces publics oubliés réservés aux commissions d'urbanisme et aux petites réunions administratives. Mais ce jour-là, la salle de conférence, terne et aux murs gris, crépitait d'une tension électrique. Brent Alcraftoft ajusta nerveusement sa cravate, le faisant à 3 reprises avant d'y pénétrer. Lynn Mercer était assise dehors, dans le couloir, feuilletant un mince dossier d'un regard distrait bien qu'elle n'ait pas vraiment lu une page en 20 minutes. Autour de la table de conférence, au moins une douzaine de personnes étaient réunies, des observateurs juridiques, un membre du comité d'éthique de la ville, des représentants du bureau du procureur. Aucun ne portait d'uniforme, aucun ne leur offrait les garanties habituelles. Aucun renfort. Au bout de la table se trouvait Canton Miro lui-même. Son expression était dénuée de colère, ce qui aurait pu être plus facile à affronter. Au contraire, il paraissait calme, résolu, préparé. À ses côtés, Madame Osé ouvrait l'audience d'une voix neutre et ferme. Il s'agit d'un contrôle judiciaire au titre de l'article 14. Les agents Alcraftoft et Mercer sont présents. Les allégations concernent un abus de pouvoir discrétionnaire et des abus répétés lors des interpellations. Elle tourna son regard vers Canton. Conseiller spécial Miro, la parole est à vous. Canton n'éleva pas la voix ni ne se pencha en avant avec agressivité.
Il ouvrit simplement son dossier et commença, cette audience ne porte pas sur des accusations. Elle porte sur des tendances. Il déposa soigneusement un document sur la table. Affaire numéro 1, Julian York, arrêté pour un feu arrière cassé. Détenu plus de 45 minutes. Aucune inculpation. Signaler la disparition des images de la caméra corporelle. Lynn s'éclaircit la gorge, c'est arrivé il y a 3 ans. Canton ne leva pas les yeux. Cas numéro 2, Alan Rivers, correspondait à la description d'un suspect de vol dans le même commissariat. Le rapport était rédigé de la même manière. Détenu sans motif valable. Aucune inculpation. Il fit glisser une autre feuille sur la table. Cas numéro 3, mêmes agents, même formulation. Un autre individu correspondant à une description vague, signalé pour comportement suspect et non-respect des règles. Brent se pencha en avant, sur la défensive. Nous répondons aux appels au fur et à mesure. Nous ne contrôlons pas les descriptions. Mais nous contrôlons la durée de la garde à vue. La réponse de Canton fut calme mais cinglante. C'est vous qui décidez si vous vérifiez les identités ou si vous posez des questions avant de formuler des suppositions. Vous contrôlez votre ton, votre langage et la fréquence à laquelle une personne sans antécédent judiciaire s'en sort blessée et ignorée. Il déplia une carte imprimée parsemée d'épingles rouges. Voici tous les arrêts que vous avez effectués ces 5 dernières années. Les épingles n'étaient pas dispersées au hasard. Elles étaient regroupées en petits groupes, centrés sur des rues spécifiques de certains quartiers. Nous avons comparé vos données d'interpellation à celles de 3 autres équipes de patrouille, a poursuivi Canton. Vous effectuez en moyenne 42% de contrôles supplémentaires. 80% concernent des personnes d'un même groupe démographique. 90% n'aboutissent à aucune inculpation. Madame Osé a ajouté doucement, ce n'est pas du contrôle policier. C'est du profilage. La voix de Lynn s'éleva, sur la défensive. Et alors ? On nous juge pour avoir fait notre travail, répondu aux appels, suivi le protocole. Vous n'êtes pas jugé, dit Canton d'un ton neutre. Vous êtes sous enquête, car pour une fois, vous avez arrêté la mauvaise personne. Pas quelqu'un de moins crédible. Pas quelqu'un sans recours. Moi. Il marqua une pause, laissant le poids des mots s'installer. Je n'étais pas spécial ce jour-là. Je ne portais pas de badge. J'étais juste un homme debout devant une boulangerie. Et tu as décidé que ça suffisait. Brent expira bruyamment. On a reçu une alerte. On ne vous a pas ciblé. Canton secoua lentement la tête. Tu n'étais pas obligé. Tu as créé un système où le ciblage est automatique. Son regard parcourut la pièce avant de se poser à nouveau sur Brent et Lynn. On ne peut pas réparer ce qu'on refuse d'admettre. Un silence pesant s'ensuivit, ni triomphe, ni reddition. C'était chirurgical. C'était une révélation. Chaque procédure manquée, chaque rapport bâclé, chaque regard dédaigneux sur les plaintes des civils refit surface avec un relief saisissant. Car lorsqu'on répète sans cesse les mêmes actes néfastes, cela cesse d'être une erreur. Cela devient votre identité. Au 2e jour d'audience, Brent Alcraftoft était visiblement défait. Il entra dans la salle, l'air plus âgé, le regard terne et lourd, la mâchoire si serrée qu'on aurait dit un effort physique pour la retenir. Il échangea à peine un mot avec Lynn, croisa à peine son regard. Elle, au contraire, gardait une façade calme, même si quelque chose dans ses yeux la trahissait, une vigilance, comme si elle scrutait la pièce à la recherche de menaces ou de faiblesses. Canton n'était pas venu avec des démonstrations théâtrales ni des discours enflammés. Il avait apporté des témoignages. Un à un, les témoins ont pris la parole. Julian York a raconté son histoire, comment une simple demande de superviseur s'est soldée par une entorse au poignet et une plainte restée muette. Alan Rivers a raconté avoir été pris pour un suspect de vol alors qu'il ramenait des courses chez lui, puis jeté à terre devant sa jeune fille, qui n'avait plus parlé depuis. Tous les témoins ne se sont pas présentés, mais ceux qui l'ont fait ont parlé sans crier ni accuser, simplement la vérité. Et cela a rendu ces moments encore plus douloureux, car Brent et Lynn ne pouvaient remettre en question l'humanité de ces histoires. Lynn croisa les bras. On a vu le pire chez les gens. On ne peut pas se permettre d'hésiter quand les choses semblent concorder. Canton l'observa silencieusement, comme s'il mesurait les fondations avant de pointer les fissures. Le problème, c'est peut-être ce que tu considères comme une allumette. La voix de Brent se brisa de frustration.
Tu ne sais pas ce que c'est là-bas, les gens mentent, menacent, fuient. Ça change ta perception du monde. Quentin hocha lentement la tête. Je ne nie pas la difficulté du travail. Mais quand le même visage continue de payer pour les erreurs des autres, ce n'est plus une question de danger. C'est une question de confort. Lynn se moqua, du réconfort? Oui, répondit Quentin. Le réconfort des hypothèses prévisibles. Le réconfort de ne jamais être celui qui est sur le terrain. Les épaules de Brent s'affaissèrent, une petite concession. Puis Osée ouvrit un autre dossier. 3 rapports au cours des 2 dernières années font état de traces de caméras corporelles altérées ou manquantes. L'une d'elles est qualifiée de corrompue. L'autre n'a jamais été mise en ligne. Brent leva les yeux, lentement et lourdement. C'est un problème technique. Ce n'est pas de notre faute. Quentin resta imperturbable. Pas la première fois, peut-être pas la deuxième. Mais maintenant? C'est la 4e. Pour la première fois, Lynn garda le silence. Le poids des preuves rapports, images, schémas pesait sur eux d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Leur bouclier protecteur habituel était criblé de fissures. Quentin ne brandissait pas un marteau. Il tenait juste une lampe. Une membre du panel, elle-même ancienne officier, s'est penchée en avant. Reconnaissez-vous que vos méthodes ont pu causer du tort? Lynn regarda la table avant de parler doucement, nous avons toujours fait ce qu'on nous a appris. La salle garda cette phrase en suspens. La voix de Quentin était basse mais résolue. Alors peut-être est-il temps d'enseigner autre chose. Car une fois qu'on a admis les failles, on ne peut plus faire comme si le mur tenait toujours. La dernière journée d'audience s'est ouverte sans fanfare, pas de coups de marteau, pas de voix élevées ou juste le bruissement discret des papiers et le silence tendu d'une histoire qui touche à sa fin inévitable. Et tout le monde dans cette pièce ne repartirait pas inchangé. Brent et Lynn étaient assis côte à côte en uniforme, mais leur énergie était altérée. Brent avait cessé de se défendre. Il était silencieux, renfermé. Lynn gardait les bras croisés, le regard fixé droit devant elle, les lèvres pincées. L'arrogance avait disparu, à sa place, une résolution dure et fragile. Quentin Marot se leva et se dirigea délibérément vers le centre de la pièce. Derrière lui, nul entourage ni avocat, ni tapage, seul lui, d'un pas ferme et résolu, portant un dossier dont les bords étaient effilochés à force de manipulation. Il le posa délicatement sur la table et commença avec une autorité tranquille. « J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire », a déclaré Quentin d'une voix ferme mais pleine de conviction. Vous avez entendu les voix des personnes touchées. Vous avez vu les faits concrets, les chiffres, les rapports officiels et les images que nous avons laborieusement récupérés. Il scruta la pièce du regard, son regard se posant sur Brent avec une acuité qui brisa le silence. Vous avez entendu les mêmes phrases éculées résonner encore et encore. Les mêmes tactiques. Les mêmes visages interpellés, interrogés, menottés, puis discrètement relâchés dans la nuit. Son regard s'aiguisa. Je ne crois pas que vous ayez commencé ce travail avec de mauvaises intentions. Mais à un moment donné, vous avez cessé de réfléchir à vos actes. Vous avez cessé de considérer les gens comme des individus et vous avez commencé à ne voir que des profils. Un silence lourd s'abattit sur la pièce, épais et étouffant. Le ton de Quentin s'adoucit, mais resta inébranlable. Je ne suis pas là pour détruire vos vies. Ce ne serait ni justice ni progrès. Je suis là parce que ce système ne peut guérir s'il continue de dissimuler les mêmes schémas erronés qui trahissent ceux-là même qu'il est censé protéger. Son regard se tourna vers les membres du comité de révision. Ma recommandation est claire, les agents Alcraftoft et Mercer doivent être suspendus de leurs fonctions sur le terrain pour une durée indéterminée. Cette suspension sera maintenue dans l'attente d'une reconversion complète, d'une évaluation psychologique et d'un audit départemental complet. De plus, je demande que tous les dossiers signalés lors de cet examen soient officiellement rouverts. Brent baissa les yeux, l'air indéchiffrable, il s'attendait à ce résultat. Non loin de là, Lynn murmura, c'était juste un travail. Quentin la regarda fixement et répondit, non. C'était une responsabilité. Et lorsque cette responsabilité est oubliée, les gens souffrent. Le conseil s'est retiré pour une séance à huis clos. 35 minutes plus tard, il est revenu avec son verdict. Brent Alcraftoft et Lynn Mercer ont tous deux été suspendus de leurs fonctions et privés de leurs insignes jusqu'à nouvel ordre. Aucun des 2 officiers n'a protesté ni manifesté de réaction. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique, pas de porte claquée, pas d'explosion de colère,
juste deux officiers qui croyaient depuis longtemps que leur rang les protégerait de toute responsabilité. Quentin rassembla ses affaires en silence, le poids du moment pesant sur ses épaules. En sortant, il s'arrêta près de Brent, qui leva brièvement les yeux. « Je n'aurais jamais cru que ça finirait comme ça », murmura Brent. La réponse de Quentin fut calme mais résolue, ce n'était pas nécessaire. Mais ce n'était pas ma décision. Il s'éloigna, laissant le silence remplir l'espace entre eux. Ce soir-là, Brent fit ses bagages seul. Lynn ne se montra jamais. Des murmures suggéraient qu'elle avait pris congé pour raisons personnelles, se retirant d'un monde qui lui semblait soudain hostile. Aucun collègue ne lui tendit la main, la camaraderie qui animait autrefois les fêtes de départ à la retraite et les fêtes de fin d'année s'évanouit, remplacée par une distance froide et un silence. Une nouvelle affiche est apparue discrètement près de la salle de l'équipe, ligne d'assistance téléphonique pour la responsabilité civile, confidentielle. Les officiers débutants y jetèrent un regard persistant et curieux, sentant le courant sous-jacent du changement. Le lendemain matin, Quentin embarqua pour Cordine une autre ville, un autre district, une autre revue discrète. Telle était la nature de son travail, ne pas rechercher les gros titres ou la célébrité, mais une structure, la vérité et une réparation durable. Il ne recherchait pas les applaudissements. Il souhaitait simplement que les failles du système cessent d'être dissimulées derrière des murs de déni. Car lorsque ceux qui regardent ne sont pas eux-mêmes observés, le cycle du mal ne s'arrête jamais. Mais maintenant, enfin, quelqu'un regardait. 2 mois plus tard, Boise restait instable sous son calme apparent. L'effervescence médiatique avait largement disparu, aucune manifestation virale ni gros titre explosif ne ponctuait le calme des rues. Pourtant, un changement fondamental s'était opéré, subtil mais évident pour ceux qui y prêtaient attention. Quentin Marot ne restait jamais longtemps. Son métier était celui du mouvement, il se déplaçait de ville en ville, d'affaire en affaire, sans jamais faire partie de l'histoire. Il ne recherchait ni piédestal ni distinction. Sa mission était simple, veiller à ce que les conséquences soient appliquées équitablement, et pas seulement aux plus démunis. Et même s'il est parti, les répercussions du changement sont restées. Le manuel de formation du commissariat de Boise a été discrètement réécrit pas de manière radicale, mais suffisamment pour être pertinent. Les nouvelles recrues devaient désormais étudier des images réelles d'affaires, et non des reconstitutions édulcorées ou mises en scène. L'affaire Quentin est devenue un exemple obligatoire. L'orientation a commencé par une nouvelle question, avez-vous déjà commis une erreur et en avez-vous tiré des leçons? Non pas pour faire honte, mais pour évaluer si une recrue était capable d'assumer ses responsabilités avant d'obtenir un badge. Brent Alcraftoft a accepté une rétrogradation discrètement, acceptant un emploi de bureau à la fourrière municipale sans armes, inaperçu, silencieux. Il n'a jamais publiquement déploré l'audience ni revendiqué le statut de victime. Certains disaient qu'une certaine amertume subsistait sous son calme, d'autres murmuraient qu'il avait enfin commencé à écouter. Lynn Mercer a disparu. La rumeur disait qu'elle était retournée dans le Wyoming, plus près de sa sœur, après avoir désactivé tous les réseaux sociaux et décliné toute interview. Elle n'a ni contesté ni accepté les conclusions du comité. Pendant ce temps, certains de ceux injustement arrêtés, menottés et humiliés ont commencé à recevoir des excuses discrètes. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Julian York a reçu une lettre manuscrite du bureau du maire. Hélène Rivers a été contactée par le bureau du procureur de la ville au sujet d'une médiation pas de fanfare, pas de règlement à la une des journaux, juste des signes subtils que les échecs du système avaient touché une corde sensible. Cela, beaucoup l'ont manqué. La justice n'est pas toujours un spectacle. Parfois, elle se résume simplement à ce que quelqu'un écoute enfin. À ce qu'une personne au pouvoir soit contrainte de répondre. À ce que, par exemple, l'officier suivant hésite, marque une pause avant de traiter un homme en veste bleu marine comme un suspect plutôt que comme une personne. Parce que ce jour-là, devant la boulangerie, aurait pu être l'histoire de n'importe qui. Mais c'était celui de Quentin Marot. Un homme qui avait passé sa vie à observer le silence, et qui, quand son tour est venu, n'a ni crié ni menacé. Au lieu de cela, il a tendu un miroir et pour la première fois, ils n'ont eu d'autre choix que de regarder. La leçon n'a jamais été que Brent et Lynn étaient des monstres ou des anomalies. C'était plutôt qu'il est facile de ne plus voir les gens comme des êtres humains, et que cela devient dangereux lorsqu'on porte un badge. Et peut-être, juste peut-être, quelque part dans ce commissariat, une jeune recrue avec des bottes neuves et un badge propre s'en souviendrait. Je ferai une pause. Je poserai des questions. Je vérifierai une pièce d'identité avant un poignet. Peut-être que cette petite hésitation suffirait à changer une vie, ou plusieurs.
Parce que le changement crie rarement. Parfois, il sort simplement d'une salle d'audience, tenant un dossier rempli de noms, déterminé à s'assurer que l'histoire ne se répète pas. Si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées, si vous pensez que la vérité devrait nous mettre suffisamment mal à l'aise pour grandir, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque histoire est un pas vers la compréhension. Ne détournons pas le regard quand cela compte.